NPS Balado, le balado de la revue Nouvelles pratiques sociales. Les droits de la jeunesse dans tous leurs états. Le dossier. Bienvenue à ce deuxième épisode de NPS Balado, le balado de la revue Nouvelles pratiques sociales. Je m'appelle Louis Chaput-Richard, je suis responsable des communications numériques à la revue NPS. La revue vient de faire paraître au début de l'année un grand dossier spécial sur un sujet très chaud et controversé des dernières années, qui était encore dans l'actualité il y a quelques jours à peine au Québec, la protection et les droits de la jeunesse. Un dossier spécial que vous pouvez d'ailleurs lire dès maintenant en accès libre sur le portail Érudit ou en passant par notre site web nps.uqam.ca. Pour souligner la parution de ce nouveau numéro, NPS Balado vous propose aujourd'hui une rencontre avec l'une des responsables de ce dossier spécial, Jade Bourdage, qui est professeure à l'École de travail social de l'UQAM. NPS Balado, le balado de la revue Nouvelles pratiques sociales. Jade Bourdage, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'UQAM. Vos recherches portent entre autres sur la stigmatisation et la criminalisation des jeunes en milieu urbain et sur leur prise en charge par le système de justice pénale. Et vous avez donc été co-responsable de ce dossier sur les droits de la jeunesse pour la revue Nouvelles pratiques sociales avec vos collègues Mélanie Bourque de l'Université de Sherbrooke et Emmanuel Bernheim de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Un dossier au titre un peu long, je vais quand même le lire au complet une fois et ensuite on pourra l'abréger. Protéger ou punir les droits de la jeunesse dans tous leurs états, regard critique et transformation en actes. On reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur le titre de ce dossier et surtout sur la question que vous y posez qui paraît importante, protéger ou punir. Préparer un numéro pour une revue universitaire comme NPS, ça prend toujours beaucoup de temps, ça s'étire souvent sur plusieurs années. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur le contexte assez particulier dans lequel ce numéro a été préparé. Je pense qu'on peut dire que c'est un contexte de crise dans les institutions de la protection de la jeunesse en 2019 et 2020, une crise qui a d'ailleurs mené à la commission Laurent, où vous avez d'ailleurs vous-même témoigné. On a bien sûr beaucoup parlé de la tragédie de la fillette de Granby, comme on l'a appelé, qui a peut-être été l'événement choc ou une sorte de révélateur pour le public des problèmes et des lacunes dans le système de protection de la jeunesse. Mais si on essaie d'aller voir par-delà ce drame, justement, ou peut-être que je devrais dire ces drames, parce qu'il y en a eu plusieurs, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là et peut-être qui se passe encore aujourd'hui et qui rendait si nécessaire à la fois une commission spéciale et un numéro spécial de NPS sur la protection de la jeunesse? C'est une bonne question, puis c'est intéressant de commencer avec cette idée de crise, parce que le cas du Québec n'est pas exceptionnel si on met la thématique de la crise de l'avant. Ce sont des systèmes qui ont un certain âge maintenant dans les sociétés occidentales, particulièrement nord-américaines. Et puis, cette crise, je dirais, et je pense que mes collègues seraient d'accord avec moi, se caractérise d'abord par une grande crise de légitimité. La critique se fait de plus en plus forte. On questionne aussi, les citoyens se questionnent, commencent à se questionner du moins. Et c'est des institutions dont on sait très peu de choses. On sait très peu de choses, même les chercheurs. Ça fait pas très longtemps que les chercheurs s'intéressent à ces institutions. Ce sont des institutions que l'on peut dire d'enfermement. Donc, par définition, ce sont des milieux très opaques, qui n'a pas beaucoup de reddition de comptes non plus et qui est très difficile, en fait, de saisir ce qui s'y passe, les pratiques aussi. Lorsqu'on enseigne en travail social, évidemment, on a des échos parce que souvent, on a des professionnels qui viennent continuer leur formation, qui viennent après des stages dans ces milieux-là. Donc, on peut avoir des échos de manière sporadique, mais des moments comme ceux qu'on a vécus au Québec en 2019-2020 peuvent être caractérisés de moments historiques parce que de manière assez cyclique, parce qu'on en a eu d'autres, des commissions d'enquête sur les systèmes de protection de la jeunesse. Mais c'est assez cyclique, c'est-à-dire on va attendre souvent une crise pour mettre de l'avant
une commission comme celle-là qui va interroger les pratiques, qui va interroger l'institution dans ses fondements également. Hein. On s'est reposé la question, ça nous a fait sourire, mes deux collègues et moi, lorsque un des résultats de cette commission, Laurent, c'était de mettre l'intérêt de l'enfant au centre, au cœur. Mais c'est le principe même de cette loi-là. Elle a été construite, cette loi, sur ce principe. Donc, c'était un peu bizarre d'amener ça comme un phénomène nouveau ou comme une pratique qu'on voudrait nouvelle, alors que c'est plutôt un ancien problème dans des habits neufs, on dirait. Donc, c'est toujours ce même problème qui va être interrogé. Un des souci que vous avez soulevé, c'est qu'il faut toujours comme un drame pour le faire. On accepte très peu de s'interroger sur nos institutions, leur légitimité, leurs pratiques, quand il n'y a pas de ces situations de crise. Hein? Lorsque on dit, il y a une expression populaire qui dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle », mais dans nos institutions, cette expression-là, elle n'est pas adéquate parce que pas de nouvelles lorsqu'on a des institutions publiques qui prennent en charge des populations qui sont déjà hautement précarisées, ben on devrait toujours avoir des nouvelles. On devrait, comme public, comme citoyen, avoir, si on veut, des rapports, par exemple, annuels sur ce qui s'y passe, sur les pratiques. Il devrait y avoir une reddition de comptes dont tout le monde peut se saisir et questionner et resoumettre aussi au débat démocratique les fondements et même les finalités de l'intervention aussi. Une des choses qui était remarquable pendant la commission Laurent, c'est qu'à aucun moment les finalités de l'intervention ont été interrogées. Donc, on reprend, si on veut, le motif de départ, celui qui nous permet de mettre cette loi-là sur la table au Québec, mais on ne réinterroge pas, par exemple, le sens des métiers d'intervention dans des institutions comme celle-là. Et les finalités, là où on veut en venir, qu'est-ce qu'on veut pour ces individus-là, pour les enfants, pour les familles, pour les adolescents. Donc ça peut devenir des moments où on questionne ces enjeux qui sont assez fondamentaux. Vous écrivez dès le début du dossier que le champ des droits de la jeunesse connaît des mutations importantes. Pas seulement au Québec, d'ailleurs, vous l'avez dit, mais partout dans les pays occidentaux. Comment décririez-vous ces mutations et leur rôle dans la crise que traversent aujourd'hui ces institutions de protection de la jeunesse? Là, je vais parler plus en mon nom, de là d'où je parle ou de comment j'envisage ce problème-là dans son ensemble. Je pense qu'il connaît des mutations importantes qui sont très, très liées aux mutations de l'État aussi, et de sa morale et de son rapport aux familles et de son rapport à la prise en charge, en fait. Donc, si on vit un moment comme, par exemple, un exemple concret, c'est ces listes d'attente qui augmentent sans cesse. Mais il y a un phénomène qui doit être mis en relation avec cette augmentation dans les listes d'attente, c'est la prise en charge. Qu'est-ce qu'on prend en charge qu'on ne prenait pas en charge avant? Qu'est-ce qu'on a délaissé aussi en chemin? Donc, les mutations de l'État et de sa prise en charge, ou même, on pourrait dire, quand on est politologue ou sociologue des institutions, l'utopie disciplinaire de l'État va avoir des impacts sur les pratiques, va avoir des impacts sur qui on prend en charge, comment on prend en charge et comment les politiques d'État ou les institutions vont entrer en contact aussi avec les individus, les familles, les communautés, par exemple. Donc, ça, je pense qu'il y a une histoire à faire au Québec qui n'a pas été faite sur cette augmentation de l'espace de la prise en charge dans ces institutions-là, c'est-à-dire qui est visé, qui s'y retrouve. Si on faisait une recherche sur les années 80, par exemple, on ne verrait pas de personnes racisées dans ces institutions. Politiquement, on ne prenait pas en charge les personnes racisées. Elles étaient bien sûr profilées dans la société, mais nos institutions publiques... puis c'est une forme de mépris un peu institutionnalisé, mais on ne voyait pas pourquoi on dépenserait pour prendre en charge des individus qui appartiennent pas à la communauté blanche, québécoise, francophone. Donc, il y a eu, et évidemment, il y a l'histoire avec les populations autochtones qui, elle, est prise en charge d'une manière assez exemplaire, puis pas exemplaire dans le sens « Ah, c'est donc merveilleux comment on prend les populations autochtones en charge ». Mais voyez-vous, on a
le développement des problèmes sociaux, de la prise en charge ou de comment on envisage les populations qui seront ciblées par l'intervention de l'État a beaucoup évolué. Donc, tout ça, ça va avoir un impact, c'est très lié, mais lorsqu'on a le nez dans la pratique, par exemple, lorsqu'on travaille en intervention dans ces institutions-là, le big picture nous échappe. Donc, on finit vraiment par essentialiser des comportements, on les associe à certaines cultures, on les associe à certains individus, certaines situations, et on va finir par faire porter aux individus les déterminants sociaux qui sont les nôtres dans notre société et de la manière dont on va prendre en charge les populations. On pointe souvent du doigt aussi les nouvelles pratiques gestionnaires qui accompagnent souvent les politiques publiques aujourd'hui, parce qu'elles participeraient à créer une sorte d'univers de contrôle, pas seulement d'ailleurs pour les intervenantes qui travaillent en protection de la jeunesse, mais aussi ultimement pour les enfants et les jeunes que l'on dit protégés et qui sont eux aussi obligés de vivre dans ces univers à la fois extrêmement contrôlés et contrôlants, comme si finalement cette volonté ou cette obsession de contrôle se diffusait un peu à tous les niveaux du système. Qu'est-ce que le dossier apporte comme éclairage sur ce lien entre politique publique, pratique gestionnaire et l'univers de contrôle qui semble aujourd'hui caractériser ces institutions de protection de la jeunesse? Je pense que dans le numéro, c'est transversal, en fait. Ça traverse toutes les contributions à différentes échelles, à différents niveaux d'intensité, mais c'est l'éléphant dans la pièce, hein, bien sûr. Et c'est l'éléphant dans la pièce pour un élément qui, moi, me paraît fondamental et dont on discute peut-être trop peu lorsqu'on parle de ces nouvelles gestions publiques, ces nouvelles modalités de la gestion publique, c'est la question de l'efficience, en fait. C'est qu'on veut des systèmes qui se disent efficaces, productifs et qui vont avoir des finalités d'efficience, donc qui vont comporter des défis très importants pour les intervenants parce que lorsqu'il y a des situations, par exemple, plus difficiles, il va être difficile de les justifier dans ce système-là. Pourquoi c'est long prendre en charge? Pourquoi c'est long établir le contact avec des familles? Pourquoi c'est long intervenir avec des enfants, avec des adolescents? Et pourquoi aussi il y a des choses sur lesquelles des familles et des individus n'ont pas de capacité d'agir parce que c'est des violences qui sont beaucoup plus structurelles, par exemple, ou des conditions socio-économiques dans lesquelles se retrouvent ces familles-là. Mais il y a un principe que je répète souvent à mes étudiants. Toute société néolibérale qui se respecte aura pour principe de diluer l'imputabilité, de la faire descendre, en fait. Donc, plutôt que d'admettre qu'on a des systèmes qui se trouvent en échec, on va trouver le moyen de justifier nos pratiques, de justifier comment on fonctionne. Et l'échec, ultimement, si pendant les années 90, on le faisait porter sur les travailleurs, par exemple, maintenant, ce système-là s'est largement développé, s'est affiné, il s'est disséminé dans toutes nos institutions, en fait. Et maintenant, les travailleurs eux-mêmes font porter l'échec du système sur les enfants, sur les adolescents, sur les familles, sur les communautés. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est très présent dans le numéro. On voit ça. On voit autant avec les contributions qui ont travaillé avec les familles que celles qui travaillent sur le racisme anti-noir, par exemple, dans l'institution, que les contributions sur les praticiens, les pratiques. Donc, c'est extrêmement transversal. C'est quelque chose qui pèse sur nous. C'est pour ça que je parle d'une nouvelle morale d'État, en fait. Une utopie disciplinaire et de contrôle qui est disséminée dans nos sociétés. Donc, on devient en quelque sorte tous des auxiliaires de cette utopie de prise en charge, en fait. Vous avez d'ailleurs intitulé ce dossier sur la protection de la jeunesse « Protéger ou punir » sous forme de question, parce qu'il y a un point d'interrogation qu'on voit pas quand on écoute un balado. Si je comprends bien, vous lui avez donné ce titre « Protéger ou punir » pour rendre compte d'un paradoxe ou d'une certaine tension dans les systèmes de protection de la jeunesse entre protection et punition ou encore entre protection et contrôle, comme on en parlait à l'instant.
En lisant le dossier, on a l'impression en effet que protection et punition sont finalement un peu devenus les deux faces d'une même pièce dans ces institutions, et donc qu'on ne peut plus vraiment protéger sans punir, ni peut-être punir sans protéger, ou en tout cas sans prétendre que l'on protège. J'ai envie de peut-être simplement vous renvoyer un peu naïvement la question que vous nous posez avec le titre du dossier. Est-ce que les institutions de protection de la jeunesse protègent vraiment aujourd'hui, ou est-ce qu'elles ne font pas finalement surtout que punir des enfants, des jeunes, des familles? C'est une bonne question. J'aimerais ça avoir une réponse claire, mais si on avait des réponses claires à ces questions-là, on n'en serait peut-être pas là. Et on aurait trouvé des formes de solutions ou de pratiques qui nous permettraient d'éviter de tomber uniquement dans la punition. Et c'est la même chose, la pénologie ou la punition ou l'imaginaire de la punition peut prendre des formes vraiment différentes. Je pense par exemple à des textes où on parle de réhabilitation. Il y a un très bon texte. La réhabilitation, en surface, peut nous apparaître comme une finalité vertueuse, louable. Hein? On se dit, on va réhabiliter les individus, comme dans les milieux carcérales. C'est comme ça, du moins dans les milieux progressistes qui sont pour les systèmes carcérales, qu'on va justifier ce système de prise en charge puis d'incarcération des individus lorsqu'ils ont commis des crimes. On va penser qu'il y a des vertus à faire ce qu'on est en train de faire. Et la protection de la jeunesse, c'est ça qui est paradoxal, c'est que on peut pas être contre la vertu. Si on dit qu'il faut protéger les enfants qui sont victimes de maltraitance, par exemple, victimes de violence, victimes de toutes sortes de conditions d'existence qui vont mettre des obstacles à leur évolution, à leur développement, ben c'est difficile d'être contre ça. Hein? Je suis la première à dire, je vois pas comment je pourrais être contre le fait que collectivement, on se soucie de ces personnes qui se retrouvent dans ces situations. Mais la discussion, déjà, quand on l'oriente vers là, elle est biaisée. Parce que c'est peut-être pas la bonne question à se poser, en ce sens que, évidemment, que si on critique comme on pense, du moins qu'on a eu la volonté de le faire, de s'asseoir, de questionner cette institution par ce numéro, par ses contributions, d'inciter à une meilleure intelligence collective aussi. La question de la protection doit être pensée sur un très, très long terme. Et elle ne peut pas se réduire dans les termes de la gestion publique qui, elle, a une temporalité très, très courte d'efficience. Mais la protection, quand on la pense sur le court terme, devient un enjeu qui fragilise énormément les individus, qui n'a pas de vertu thérapeutique. Lors de mon témoignage, je disais par exemple, on ne trouve pas aujourd'hui de recherche sérieuse qui établissent hors de tout doute qu'il y a des vertus thérapeutiques à isoler des individus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de recherche sérieuse qui peuvent parler de vertus thérapeutiques à la mise à l'écart du monde social. Et ça, pour tout le monde, c'est une évidence. Ça paraît une évidence. Si on met quelqu'un à l'écart de la vie sociale, on le désocialise, on lui permet pas de développer ses relations sociales qui vont lui permettre d'avoir un filet plus tard. Vous et moi, on a besoin de relations, on a besoin de nos familles, de nos communautés, de notre village, de notre quartier, peu importe. Ce sont des choses qu'on valorise pour tout le monde. Le fait qu'on s'accroche encore à ces idées entraîne des paradoxes dans la pratique. Et des paradoxes qui finissent sur le long terme par être des pratiques avec des logiques carcérales, avec des logiques punitives, effectivement. Et qui auront des effets, bien sûr, sur les individus, des effets comme ce qu'on appelle très symboliquement, mais c'est fort aussi, puis ça a des dimensions objectives très mesurables lorsqu'on travaille avec des jeunes, qu'on dit de mort sociale, hein, où ils vont se retrouver dans des situations où ils sont très, très peu scolarisés. Et ça, même les statistiques nous montrent tout ça. Et les gens qui travaillent en intervention en dehors de l'institution, c'est-à-dire hors les murs, ça fait longtemps
qui savent que les jeunes avec lesquels ils travaillent, par exemple sur la rue ou dans des organismes communautaires, ce sont majoritairement des jeunes qui sortent de ces institutions. Donc, nous avons un problème collectif à continuer à vouloir valoriser ce modèle qui a été le nôtre. Et on avait sans doute des bonnes raisons de penser à ce modèle. Mais on doit aujourd'hui penser aux effets délétères de ces modèles. Certains articles du dossier abordent aussi le problème de la discrimination et du racisme, et même d'un certain colonialisme, en fait, qui sont régulièrement dénoncés dans les institutions de protection de la jeunesse, entre autres quand on constate la surreprésentation des familles noires et autochtones dans les signalements à la DPJ. Un des articles du dossier, je pense à celui de Karine Croteau qui porte sur la parentalité Innu, évoque une sorte de fossé d'incompréhension entre ces communautés et la DPJ et sûrement le reste de la société d'ailleurs. Avez-vous l'impression que les mesures sont prises aujourd'hui pour réduire ce fossé et pour décoloniser nos institutions? Ça va être malheureux, mais je vais dire non. Mais je vais m'expliquer parce que, bien sûr, on a des individus avec toutes sortes de bonnes volontés de décoloniser des pratiques, de recréer des outils qui prendraient plus en compte nos pratiques discriminatoires, nos biais, tout ça. Le problème, c'est que c'est une institution coloniale. Et de ne pas se réfléchir comme institution coloniale et de parler de décolonisation des pratiques, ça va achoper. On va se retrouver avec la même situation dans 10 ans. Ce sont des institutions coloniales. Et c'est très difficile d'entamer ce processus-là, de se penser nous-mêmes comme institution coloniale, de penser nos pratiques comme des pratiques coloniales, mais au présent, qui se sont sophistiquées, qui ont trouvé un langage scientifique pour se justifier, qui ont trouvé des règles de droit pour s'encadrer. Donc, tant qu'on ne se pensera pas comme institution coloniale, comme société coloniale, comme forme coloniale d'organisation collective, l'État, c'est une forme coloniale d'organisation collective. Donc, c'est vaste, mais ça se traduit dans toutes sortes de pratiques discriminatoires au quotidien. Parfois, c'est dans des gestes banals qu'on va le constater. Mais je pense que ces textes-là, ce qui est important, ce qu'ils soulèvent, je pense à ce texte, entre autres, mais aussi au texte sur le racisme anti-noir d'Alicia Keith et ses collègues, l'importance de ces textes-là aujourd'hui, des textes qu'on n'aurait pas lus il y a 10 ans sur nos institutions. Je les remercie d'ailleurs d'avoir été aussi tenaces parce que même le processus pour évaluer des textes comme ça est compliqué. Parce qu'on ne veut pas se regarder comme étant des institutions coloniales. C'est très difficile. Je veux dire, ce travail-là nous renvoie devant notre violence. Donc, c'est difficile. Tout nous incite à détourner notre regard. Tout. Dans notre quotidien, dans nos pratiques, dans nos institutions. Donc, c'est un processus douloureux aussi d'admettre que nous avons des pratiques coloniales, mais qui se sont modernisées, si on veut. Donc, c'est très délicat comme processus. Et puis, il y avait une autre dimension à votre question que je trouvais importante. Le fossé d'incompréhension. Le fossé d'incompréhension, ça, c'est vraiment intéressant parce que je viens de travailler avec deux de mes étudiantes avec qui on travaille explicitement sur ces questions de discrimination puis de témoignage aussi. Quand quelqu'un témoigne qu'il est discriminé, quand quelqu'un témoigne qu'il est profilé, c'est très difficile parce que on leur demande de témoigner dans nos catégories de savoir et de pouvoir.
Et si ces gens-là ne témoignent pas dans les catégories qu'on a prévues pour encadrer la pratique de profilage, encadrer la discrimination, donc les définitions de nos institutions coloniales, ben on va juger que c'est pas recevable. Donc, ces zones d'incompréhension entre nos discours politiques, nos institutions, nos discours qui relèvent du savoir, des définitions, du profilage, comme la CDPDJ, par exemple, qui nous offre, nos chartes aussi nous offrent des balises pour considérer qu'est-ce qu'une pratique discriminatoire, qu'est-ce qu'un profilage et tout ça. Mais les individus vivent ce profilage, cette discrimination dans leur vie quotidienne. Et en plus, on leur demande d'administrer la preuve de ce qu'ils vivent dans nos catégories. Donc, il y a un effet de double violence que je pense qui n'est pas réfléchi dans nos institutions, et notamment à la DPJ, avec les familles, avec les enfants aussi. Hein. Des enfants, ça ne parle pas notre langue du pouvoir et du savoir, ça parle d'autres langues. Il y a un travail que nous devons faire, comme chercheurs, comme praticiens, comme institutions, pour comprendre ce que les gens nous racontent. Et pas tenter à chaque fois imposer nos catégories pour se dédouaner, en fait, de notre responsabilité collective dans cette surreprésentation qui est absolument scandaleuse, en fait. Et si on prend un pas de recul, en mai prochain, ça va faire 3 ans que le rapport de la commission Laurent a été déposé. Il y a ensuite eu une réponse politique au rapport de la commission. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu la loi 15, il y a eu tout un ensemble de mesures pour mettre en œuvre les recommandations de la commission. Mais presque 3 ans après le dépôt du rapport, donc, avez-vous l'impression que collectivement, on a emprunté le bon chemin du point de vue des droits de la jeunesse? Et même pour les enfants, les jeunes, les familles qui sont prises en charge par la DPJ, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre, disons, 2019 et 2024? D'abord, je crois que pour les familles, les adolescents, les enfants, il n'y a pas de différence. On n'en est pas là. Ça prend du temps, souvent. Et je ne suis pas sûre que ce qu'on nous propose actuellement aura des effets humanisants. Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une grosse crise de légitimité de ces institutions, et le travail qu'on a fait pendant la commission, malheureusement, c'est de trouver les moyens de relégitimer cette institution. Beaucoup moins que... Tu sais, j'ai entendu personne parler du fait qu'on devrait réfléchir à une nouvelle politique des familles au Québec pour enrichir les familles. Là, on se retrouve dans une crise où le coût de l'épicerie est immense, la crise du logement. Il y a toutes sortes de choses qui sont très, très liées à la question de la DPJ, hein, des conditions d'existence. Et on n'est pas encore en train de parler, d'enrichir directement les individus. On parle encore de comment on va faire pour garder, préserver ces institutions-là, les adapter un peu, parce que là où ça brasse un peu, il y a une crise, tu sais. Puis les droits de la jeunesse, ben c'est quelque chose dont on entend beaucoup trop peu parler. Je prenais des sociétés, par exemple, comme l'Angleterre. Est-ce que vous connaissez, vous, le nom de la commissaire à la jeunesse à la CDPDJ? Est-ce que quelqu'un au Québec sait qui est à la commission en ce moment pour défendre techniquement les droits de la jeunesse? Personne ne sait c'est qui ces gens. Il y a d'autres sociétés où tout le monde sait c'est qui, parce qu'ils vont être les premiers dans l'espace public à critiquer la moindre chose, le moindre petit lever de doigt des politiciens ou des gouvernements pour changer des choses. Je prends un exemple typique, puis c'est là qu'on s'est senti, je crois, Emmanuel, Mélanie et moi, avoir la responsabilité de créer ce numéro, parce qu'on s'est sentis comme des lanceurs d'alerte pendant la commission. Je prends par exemple, lorsqu'ils ont fait leur première recommandation, la commission Laurent, là, c'est une commission mandatée et nommée par un gouvernement. Une des premières recommandations, c'était de remettre sur pied la déclaration de grossesse obligatoire au Québec.
justifiant ça par la prévention précoce, le fait... Donc, bon. Et il a fallu qu'on dise dans l'espace public, et j'ai un souvenir très, très vif de ce moment où on s'appelle, Mélanie, Emmanuel et moi, on va se dire, mais ils sont en train... Mais ils délirent. C'est une pratique qui est interdite partout ailleurs, qui a été interdite par les tribunaux, dans d'autres provinces même, du Canada, même pas besoin d'aller loin, parce que ça entraîne des pratiques discriminatoires. Mais on nous présentait ça, là, comme... Donc, il y a un travail, un gros travail d'éducation à faire au Québec, mais moi, j'en veux pas à personne de pas connaître ce dossier-là. C'est tellement opaque. C'est des institutions dont on sait rien. C'est un peu comme la surprise que les gens ont eue pendant la pandémie de voir comment on traitait les personnes âgées au Québec et d'apprendre qu'on était la province qui plaçait le plus les personnes âgées dans des institutions. Nous avons une histoire et une tradition d'enfermement des populations au Québec. Il y avait les écoles de réforme, il y avait les hospices, il y a eu les trucs pour les chômeurs. On a cette tradition-là, puis on a beaucoup de mal à s'en défaire, puis penser à une institution qui serait à taille humaine, qui serait dans la communauté. Je l'avais souligné aussi dans un article dans la revue Droits et libertés. Pendant la pandémie, nous avons des logiques carcérales qui traversent toutes nos institutions de prise en charge, même avec les personnes âgées. Donc, c'est des logiques, comme je le disais tout à l'heure, avec un fond sur l'idée de l'enfermement comme quelque chose qui aurait potentiellement des vertus thérapeutiques. Et ça, c'est pour les progressistes. Hein? Pour les conservateurs, ça va être autre chose. Ça sera de dire non, il faut punir de plus en plus pour diminuer le crime ou les mauvais comportements ou les comportements asociaux. Mais les conservateurs, c'est facile de voir où ils veulent en venir. Le discours progressiste, c'est un discours qu'on partage beaucoup plus quand on travaille dans le social. Et parfois, on ne se rend pas compte de ce que lui aussi véhicule sur ces institutions-là. Et en terminant, j'aimerais encore revenir sur le titre du dossier qui est très bien choisi, je l'ai déjà souligné tout à l'heure, « Protéger ou punir ». Plusieurs vont entendre dans ce titre une allusion directe au philosophe français Michel Foucault et à son livre « Surveiller et punir », qui est en fait un essai sur la prison, sur la naissance de la prison à la fin du 18e siècle. Et c'est un livre qui est d'ailleurs cité plusieurs fois dans les articles du numéro, même s'il commence à se faire vieux. Hein, il date de 1975, mais on peut dire qu'il vieillit bien. Et ce titre semble suggérer qu'il est possible de faire un parallèle entre la prison, entre l'institution carcérale d'un côté et les institutions de protection de la jeunesse de l'autre côté, ce qui pour certaines personnes peut sembler un peu excessif et même choquant. C'est peut-être le but d'ailleurs de choquer un peu. Ma question, je pourrais sûrement la formuler de plusieurs façons, mais en quoi la grille d'analyse qu'un Michel Foucault utilise dans les années 70 pour étudier la prison, donc, est pertinente encore aujourd'hui pour comprendre nos systèmes de protection de la jeunesse? Je pense que cette grille-là va toujours rester pertinente parce que, pour moi, une des choses qu'a apporté Michel Foucault à l'analyse de ces systèmes-là, par exemple, c'est l'invitation qu'il nous a fait. N'allez pas croire que ça se décline toujours par une répression qui s'incarne dans le bâton. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis j'ajouterais que même son collègue, Gilles Deleuze, a été encore même plus loin pour dire à quel point c'était beaucoup plus compliqué, que ça passait pas toujours par la discipline, par la disciplinarisation des mœurs, par exemple. Donc, pour moi, ça demeure des références importantes pour l'invitation à ne pas être dupe de nos systèmes, de nos institutions, de nos pratiques. On peut être à la fois sujet de pouvoir, acteur de pouvoir, cible. On peut être tout ça à la fois. Et on l'est tous un peu. Puis c'est là que c'est délicat, c'est que ça prend
vraiment une hospitalité aussi aux problèmes qu'on a devant nous, c'est-à-dire de déjà l'accueillir, comme je le disais tout à l'heure, de se penser comme des institutions coloniales, des sociétés extrêmement violentes. C'est difficile, hein? Tu sais, même avec mes étudiants, parfois, je me dis, on vit dans des démocraties, on n'a aucune idée de comment on est violent. On pense pas à ça. On se raconte des histoires et on pense que c'est des petites défectuosités dans notre système qui font qu'il y a des inégalités, qui font qu'il y a des violences structurelles. Mais non, c'est ce système-là, il est comme ça. Il est extrêmement violent, il produit des inégalités, il les reproduit. Il enferme. Il enferme pour les gérer, hein, pour tempérer ce qu'il est en train de produire. Donc, je pense que Foucault demeure une référence assez incontournable, en fait, pour l'invitation qu'il donnait. Donc oui, je pense que ça traverse parce que ce sont des institutions qui, ultimement, sont traversées par énormément de rapports, pas seulement de pouvoir, mais des rapports de domination qui ont une histoire et qui s'inscrivent dans le temps très, très long, en fait. Et c'est ça qui est difficile au Québec, c'est de repenser nos pratiques à la lumière du temps long. Dans quoi elles s'inscrivent, dans quel type de dispositif, Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de... C'est un privilège, en fait, d'avoir l'opportunité de s'y pencher puis d'y réfléchir. Jade Bourdage, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je vous propose qu'on se laisse en écoutant la voix du philosophe Michel Foucault, justement, dans une émission de 1977 sur les ondes de France Culture, dans le cadre des Lundis de l'Histoire, une émission qui s'intitulait justement « Surveiller et punir, surveiller et guérir ». Michel Foucault décrit ce qu'il appelle l'un des grands projets de tout le 18e siècle et qui est justement le projet qui va mener, selon lui, à la naissance de la prison, mais sûrement aussi de beaucoup d'autres institutions sociales des sociétés modernes. L'idée, et ça c'est tout de même un des grands projets de tout le XVIIIe siècle, comment arriver à injecter tous les mécanismes de pouvoir et tous les effets de ces mécanismes à travers le corps social. Alors, nécessité, d'une part, d'une surveillance policière, bien sûr, nécessité aussi d'avoir à sa disposition un système de punition tel que on puisse l'ajuster exactement aux plus petits délits, graduer cette punition en fonction de l'importance relative des délits, et enfin, troisièmement, faire en sorte que ce système ne soit pas purement et simplement éliminatoire, exil ou mort, mais que ça puisse servir à corriger les individus, de manière qu'une fois qu'ils rentrent dans le corps social, ils soient améliorés, amendés. Et la prison, et c'était ça, si vous voulez, l'utopie, la chimère, le rêve fou, l'idée que la prison, ça pouvait corriger. On caresse encore ce rêve. C'est incroyable. Le rêve fou, il disait. Et oui, c'est un rêve fou. Le rêve fou de corriger les individus, disait Michel Foucault en 1975. C'était NPS Balado, protéger ou punir, les droits de la jeunesse dans tous leurs états. Je vous invite bien sûr à aller lire ce nouveau numéro de Nouvelles pratiques sociales qui est déjà disponible en accès libre sur le portail Érudit. On peut y accéder aussi très facilement par le site web de la revue au nps.ucam.ca. En plus de ce grand dossier sur les droits de la jeunesse, ce nouveau numéro de NPS vous propose aussi une entrevue sur la paraidance en itinérance et en toxicomanie, dont on peut d'ailleurs voir des extraits vidéo sur la page audio-vidéo de notre site web et sur notre chaîne YouTube. Et enfin, toujours dans ce nouveau numéro de NPS, plusieurs articles hors dossier de la rubrique Perspectives sur des enjeux tels que l'accompagnement des jeunes à propos des transactions sexuelles et la prévention des conduites à risque dans le réseau d'éducation prioritaire en France. Tout ça donc à lire dans le nouveau numéro de NPS. Je remercie à nouveau Jade Bourdage, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'UQAM, pour sa précieuse participation à cet épisode. NPS Balado est réalisé en collaboration avec le service de l'audiovisuel de l'UQAM, qu'on remercie également, Manuelle Gauthier, coordonnatrice à la production audiovisuelle, et Nicolas Leblond à la technique et au montage. Je m'appelle Louis Chaput-Richard, je suis responsable des communications numériques à la revue Nouvelles pratiques sociales. À très bientôt sur NPS Balado.
NPS Balado, le balado de la revue Nouvelles pratiques sociales. Produit et réalisé en collaboration avec le service de l'audiovisuel de l'Université du Québec à Montréal.